mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Comme à chaque année, l'OSR, l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue, fait sa tournée de concerts de Noël avec les chorales de la région. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur musical de l'OSR Abitibi-Témiscamingue, de toujours très sympathique, M. Jacques Marchand. M. Jacques, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est un plaisir. Je vous recevais il n'y a pas tellement longtemps pour une tournée de l'ensemble Aigabel. Là, on est rendu au concert. On est rendu à Noël. On est rendu là. Oui, on est rendu là. On annonce l'hiver, nous autres. Hein? La neige s'en vient. Puis j'ai hâte au printemps. Je vais vous recevoir aussi au printemps pour une nouvelle tournée. Oui. À ce moment-là, on va annoncer des fleurs. Non, c'est pas... On en reparlera plus tard un peu. Fait que si l'ensemble, c'est les concerts de Noël, suite de sensations réconfortantes, grand orchestre. Ben, c'est les concerts de Noël, c'est toujours réconfortant. Oh, il y a un côté... Oui. C'est des concerts familiaux. Ou familiales. Familiaux, OK, oui. Et puis, tu sais, c'est le prix d'entrée ne coûte pas une fortune. C'est fait avec les familles, les enfants. Les concerts sont à 4 heures de l'après-midi, 16 heures en France et France. Et puis... chez nous aussi. Chez nous aussi, maintenant. Et puis, dans chacune des municipalités qu'on visite, on s'adjoint toujours une chorale locale. Oui, locale. Okay, et puis, d'année en année, on essaie de changer, d'alterner, de façon à ce que tout le monde ait l'opportunité de participer à nos concerts. Fait que c'est toujours un truc, le fun. Oui. Puis, il y a une chose, Monsieur Marchand. Les concerts de Noël, qu'on le veuille ou non, on est nostalgique. Ah oui. Quand les fêtes arrivent, toujours. Il me semble que c'est réconfortant. Toujours. D'aller entendre des chants de Noël. Des fois, les gens vont dire, oh ben là, les chants de Noël, ça fait 100 ans que ça existe. On ne s'en lasse pas de tout ça. Ça fait 100 ans que ça existe, ou peut-être même, plus. Là, oui, mais il reste que le temps de Noël, c'est un temps dans l'année, peu importe nos croyances, c'est un temps où l'hiver est installé dans son plus profond. C'est vrai. Il y a quelque chose qui change. On a un solstice. C'est la féerie. Oui. Puis on se réchauffe le cœur avec la musique, avec le chant, depuis des années. Et les chants de Noël, c'est sûr, on est associé avec ce qui dans nos antécédents religieux. Mais ça reste beau pareil. C'est de la belle musique. Puis, ça me fait penser, M. Marchand, quand Marc Hervieux était venu il y a quelques années passées donner son concert de Noël ici en région. On était rendu à la fin du concert. Puis là, il manquait un incontournable. Puis là, les gens disaient, il va-tu le chanter, le Minuit chrétien? Mais il l'avait gardé pour la fin. Oui. Fait que là, tout le monde applaudissait. Puis là, les gens... Fait que là, il a dit aux gens, je pense qu'il en manque une. Les gens, oui, il en manque une. Tout le monde savait que c'était ça. Fait qu'il y a des chants qui deviennent des inconditionnels. Oui, il y a des incontournables. Ce que je fais avec les différentes chorales avec qui on travaille, nous, on a, l'orchestre, on a un bassin de chants de Noël où les arrangements sont écrits pour orchestre symphonique. Okay. On a peut-être une 40-50 de chants différents. Et puis, on m'assoit avec les chefs de chœur, puis on choisit 10 chansons, 10 chants là-dedans. Parce que, de temps en temps, j'essaie d'en écrire, de faire des arrangements, mais on manque de temps dans la vie. Ça arrive, Et puis, fait qu'à partir de là, je suis certain qu'on a le matériel pour l'orchestre, et puis les gens choisissent. Fait qu'il y a de tout. Il y a du populaire, il y a du religieux, il y a du traditionnel, il y a de tout. Fait que chacune des chorales choisit son répertoire. Okay. Ça, c'est le défi de ce programme-là pour l'orchestre. Et pour le chef d'orchestre pour ça. aussi. C'est parce que dans le fond, la tournée, on fait 6 places jusqu'à Saint-Bruno-de-Guigue. Et puis, ça fait, pour les musiciens, puis pour le chef aussi, ça fait tout de même 37 chants différents. Bon, des fois, il y en a qui se recoupent d'une place à l'autre. Des fois, il y en a qui vont faire le Minuit chrétien à la salle. C'est ça qui est important de dire. Ce que vous allez interpréter, ce que la chorale va interpréter, mettons, à la Sarre, ce que la chorale va interpréter à Val-d'Or,
ne sera probablement Non, pas non. les mêmes. Non, c'est pas ça. les mêmes. Okay. Des fois, il y a une pièce ou deux qui se rejoignent. Oui. Mais je pense que dans tout général. le programme, cette année, il y en a 4 qui se rejoignent qu'on fait 2 fois. Là, Oh mon Dieu, OK. Mais non, c'est vraiment... Fait que ça demande beaucoup, mais l'idée, c'est de prendre le répertoire que les chorales connaissent, voir si on a les arrangements qui marchent avec, et puis vous chanter. Pour se donner le moins d'ouvrage possible à personne, parce que tout le monde a leur concert de Noël. Oui. Les chorales ont aussi un concert de Noël en plus. Exactement. Alors, il faut travailler vite, et puis ça marche toujours. Ça marche toujours. Exactement. Puis, ce sont les gens, c'est comme vous le dites si bien, là, on est entré dans l'hiver. À ce moment-là, c'est la féerie des fêtes. Bon, etc. On sait c'est quoi, les magasins, etc., etc. Fait que là, vous arrivez, vous, avec une chorale, l'orchestre régional qui est là. Donc là, c'est vraiment... Moi, j'appelle ça le coup d'envoi des fêtes. Ah, c'est le coup d'envoi. À chaque année, c'est devenu une tradition à l'orchestre. Ça fait bientôt 10 ans qu'on fait ce programme. Okay. Ben, pas ce programme-là, mais cette tournée-là. Cette tournée. Et puis, oui, c'est le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi. Les 3 fins de semaine qui préparent, qui précèdent Noël, c'est notre avant à nous autres. Exactement, oui. Est-ce que je me trompe ou si vous avez ajouté deux concerts cette année? Oui. Mais, il n'y en avait pas 4 anciennement? Au début, il y en avait 4. OK. Après ça, on s'est mis à faire des concerts à Malartic aussi. OK. Et puis, depuis l'année passée, on va au Témis aussi. L'an passé, on a fait Notre-Dame-du-Nord. Et cette année, on fait Saint-Bruno-de-Guigues. OK. Avec la chorale là-bas. Fait que on va donner les dates. Je vous laisse aller avec les dates. Okay. Écoute, je vais y aller dans l'avenue. Rouyn-Noranda, on est à l'église Immaculée Conception, samedi le 26 novembre à 16h. Ils sont toujours à 16h. À 16h, important de le dire. Ensuite, le lendemain, le 27 novembre, le dimanche, on est à l'église Saint-André de la Sarre, toujours à 16h. Ensuite, l'autre fin de semaine d'après, le 3 décembre, on est à Amos, à l'église Christ-Roi. Et le lendemain, le dimanche 4 décembre, à l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or. Puis, l'autre fin de semaine, le samedi 10 décembre, on est à l'église de Saint-Bruno-de-Guigues. Okay. Et puis, le dimanche 11 décembre, on est à l'église Saint-Martin de Tours à Malartic. Alors, c'est important de dire que tous les concerts sont à 16h de l'après-midi. Ça, c'est important aussi. On peut se procurer les billets dans tous les Jean Coutu de la région ou auprès des chorales, de chacune des chorales. Puis c'est marqué sur l'affiche. Voilà, exactement. Donc, la tournée de concerts de Noël débute le samedi 26 novembre et elle se termine le dimanche 11 décembre, toujours à 16h de l'après-midi. On invite les gens en grand nombre. Venez commencer à vous ressourcer du temps des fêtes. Oui. C'est une tournée, comme vous le dites si bien, ça fait une dizaine d'années. C'est un incontournable. Les chorales, ça aussi, c'est important. Oui. Oui, parce que je trouve que quand j'ai fondé l'orchestre, je voulais aussi, pas juste avoir un orchestre, mais je voulais avoir un orchestre qui puisse servir à toute la population de la région. Et c'est pour ça qu'en invitant des chorales à chanter avec nous, c'est pas tous les jours qu'une chorale a l'opportunité de se faire accompagner par un orchestre. Un orchestre de combien de musiciens? On est autour de 35-40. Ça dépend des années, là, mais c'est tout de même assez bien. Et puis, c'est notre mission aussi de se rapprocher des gens, se rapprocher de la population et des autres organismes qui font de quoi en musique. Exactement. Donc, les dates sont données. On invite les gens en grand nombre. C'est à 16h l'après-midi. Moi, j'aimerais vous parler d'une chose, M. Marchand. En première partie de ce concert-là. Oui, la première partie, on fait 2 pièces de Noël instrumentales, tout ça. Puis il y a toujours aussi le gagnant ou la gagnante du concours de concerto qu'on organise à chaque année. Exactement. Oui. Et puis, cette année, c'est Léane Ménard, qui était une petite violoniste de Val-d'Or. Okay. C'est pour les adolescents 16 ans ou 12 ans en montant. Okay. Et puis, le concours a lieu toujours en avril de l'année précédente. Et le prix
c'est de venir faire la tournée de Noël avec l'orchestre. Fait que ça aussi, c'est une façon pour nous de rendre disponible l'orchestre pour l'offrir à la relève, la jeune relève qui ont... c'est une expérience incroyable pour eux autres de faire une tournée avec un orchestre. Fait que ça, c'est à chaque année. Comme mademoiselle Léane Ménard de Val-d'Or, elle a gagné le concours Concerto en 2016, au printemps 2016, c'est ça. Il y en aura un autre, au printemps 2017. C'est toujours ça, comme ça. Et elle interprétera le 3e mouvement du Concerto numéro 1 en La mineur de Jean-Sébastien Bach. Oui. C'est très beau. Puis elle joue bien. Elle joue très bien. Exactement. Oui. Puis en même temps, on peut dire que c'est un peu... c'est un prix qui est mérité, mais c'est un prix aussi... C'est bon d'aller sur une scène jouer une pièce, surtout du Bach en plus de ça, mais accompagné de 30-35 musiciens. Oh là, c'est plus pareil. C'est quelque chose parce que, bon, quand on était dans une école de musique au conservatoire, on est accompagné par un ou une pianiste, c'est bien. Mais là, c'est un vrai orchestre, c'est différent, ce qu'on entend différemment, il y a des couleurs, c'est vraiment une belle expérience pour les jeunes de jouer. Puis c'est toujours un plaisir. On aime ça, faire ça. Tous les musiciens sont heureux. Moi, il y a une chose que je vais vous demander, c'est que vous êtes dans la musique depuis de nombreuses années. Vous dirigez l'orchestre régional, le symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue. Quand on fait un concert de Noël, on en parlait tantôt, les chansons, les chants reviennent, qu'on le veuille ou non, des incontournables comme Les Anges dans nos campagnes, Le Minuit chrétien, Adeste fidèle. On peut... Est-ce que vous sentez, peut-être une question bizarre un peu, mais est-ce que vous sentez que votre orchestre est plus, je dirais pas facile à diriger, mais on dirait, est-ce que les musiciens sont plus... ils l'apprennent plus vite parce qu'ils la jouent à chaque année. On peut se dire ça. Oui. C'est sûr que quand on a des pièces qu'on a en répertoire, qui reviennent, bon, la majorité des musiciens les connaissent. Oui, c'est moins long à monter. Voilà. Oui, tout à fait. Exactement. C'est comme à une autre échelle, si on prend un orchestre comme l'Orchestre de Montréal, l'Orchestre symphonique de Montréal, bon, la fameuse 5e symphonie de Beethoven. Oui. Ils la font de 8 fois par année, 9 fois par année avec différents chefs, tout ça. Ils la connaissent à l'envers. Mais c'est toujours un plaisir pour eux autres de la jouer parce que c'est beau. C'est beau. Voilà. Fait que, c'est un plaisir aussi. C'est un plaisir, exactement. On va juste effleurer le sujet parce que je vais vous réinviter, puis il reste à peine 1 minute, mais on va parler très vitement de la tournée printanière suite de sensations romantiques. Moi, j'aimerais... il y aura Alain Lefebvre. Oui. Concerto de Québec sera présenté dans une version complètement revue et orchestrée par vous, M. Marchand. Ça, c'est de l'ouvrage, je pense. Oui, c'est de l'ouvrage. Vous savez, ce qu'on appelle le Concerto de Québec, je vais aller vite un peu, là, c'est un nom qui a été donné pour une musique de film dans les années 48. OK. Parce que le vrai nom de l'œuvre, c'est le Concerto romantique. OK. Et ce qui est connu, ce qui est joué, c'est la version pour l'ancienne musique de film. Et ce que j'ai fait, Alain Lefebvre m'a demandé de partir du manuscrit d'André Mathieu, il est écrit en 1943. Écoute, il avait 14 ans, 15 ans. Et c'est une autre dimension concerto. Ce n'est plus pareil. C'est plus pareil. On va en reparler, M. Marchand, parce que c'est sûr, au printemps, ce sera une tournée. Vous en faites 3 par année. Oui, puis en plus, c'est notre 30e anniversaire. En plus de ça. Fait que, on invite les jeunes. N'oubliez pas aussi, là, il y a les concerts de Noël à Rouyn-Noranda, Lassar, Ramos, Val-d'Or, Saint-Bruno-de-Guigue et Malartic, à partir du 26 novembre jusqu'au 11 décembre. C'est toujours à 16h de l'après-midi. Merci, M. Marchand. Toujours très agréable de vous recevoir et on se revoit au printemps prochain. Merci bien à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement. Restez avec nous. Dernièrement, l'organisme Recyclonor a soufflé ses 25 bougies, ou, si vous préférez,
ses 25 ans d'existence. Alors, pour nous en parler, je reçois la présidente de cet organisme, Mme Jacinthe Châteauvert. Madame Châteauvert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil à vous. Premièrement, félicitations à Recyclonord. Déjà 25 ans. Il me semble que le temps passe vite. Ah oui, le temps passe vite. 25 ans d'existence. C'était vraiment quelque chose qu'on s'est dit, ouais, on a 25 ans là, pour un organisme à but non lucratif. Oui, exactement. Pas aidé financièrement là, durant toute cette période-là. On a réussi à survivre grâce là, à l'implication des bénévoles au conseil d'administration, bien sûr. Est-ce que vous êtes là depuis le début? Oui, moi j'ai participé à la création de Recyclonord. Je dis en blague souvent, l'organisme a l'âge de ma plus jeune des filles parce que j'étais enceinte d'elle. On a créé l'organisme le 9 avril, nos lettres patentes qu'on a eues, puis ma deuxième fille est née le 26. Fait que, c'est ça. C'était un accouchement double cette année-là. Alors, on vous en félicite, vous pareillement, qui êtes une des fondatrices ou fondateurs de ce magnifique projet et cet organisme qui se veut vraiment essentiel parce que lorsque l'on parle, si on parlait même de la mission première de Recyclonord, le mot le dit, on recycle, mais ça manque. Moi, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu c'est quoi pour faire une rétrospective. Bien, dans le fond, notre mission première, c'est par rapport à l'environnement. C'est vraiment de sortir le plus de matières possible, des matières résiduelles des sites d'enfouissement par la réalisation du projet de la ressourcerie Le Filon Vert. Mais toutes nos actions pendant les 25 ans ont vraiment porté là-dessus. On s'est concentré au début plus sur les formations sur le compostage domestique qu'on a faites pendant plusieurs années. Puis ça, c'est une autre façon de réduire la quantité de déchets qui va à la poubelle. Puis avec la réalisation du projet Le Filon Vert, ben ça a toujours été axé sur la bonne gestion des matières résiduelles. L'autre aspect aussi, mission, c'est la réinsertion sociale. On a toujours là, des programmes d'emploi, d'employabilité avec le CLE, qu'on passe des personnes, là, 2 personnes par année à 26 semaines chacun, pour les faire travailler, pour faire en sorte qu'ils soient capables de retourner sur le marché du travail. Fait que c'est les 2 principales missions, qui est une des premières qui est vraiment la gestion des matières résiduelles, qui est axée là-dessus. Ça, c'est important. Puis vous me disiez, avant d'entrer en ondes, Mme Châteauvert, et j'ai resté surpris aussi, réduction à la source. Quand vous m'aviez dit que vous recevez même des paquets, des emballages qui n'ont jamais été ouverts, ça veut dire que c'est une surabondance d'achats. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oui. Dans tout l'aspect de la gestion des matières résiduelles, on travaille sur les 3 RV. Les 3 RV, le premier R, c'est la réduction à la source. Et c'est l'aspect sur lequel on devrait travailler pour les prochaines années parce que au niveau du recyclage, ça s'est beaucoup amélioré. Avec les bacs bleus, l'arrivée du service de porte-à-porte, ça s'est beaucoup amélioré. Mais il y a encore du travail à faire parce que, comme je dis souvent, je radote un peu, mais les gens me disent des fois qu'ils sont bien contents de me dire qu'ils sont fiers, qui me dit, Jacinthe, moi, je recycle au coton. À toutes les 2 semaines, mon bac bleu, il est rempli, puis il est vide. Je les félicite. Mais à 360 litres de matière résiduelle dans le bac bleu, si tu le remplis à toutes les 2 semaines, c'est beaucoup. Donc là, peut-être le premier R, on devrait y réfléchir. Fait que c'est vraiment un des sur la gestion des matières résiduelles, là, c'est un des aspects sur lesquels il faut travailler. Puis là, c'est pas juste dans la région de l'Abitibi-Ouest ou de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un peu partout la même chose au Québec, là. Fait que c'est un des aspects très importants, la réduction à la source. Fait que c'est donc dire que si je comprends bien, il y a des gens qui vont acheter, puis qui serrent ça chez eux, puis au bout de peut-être 2, 3 ans, quelque chose comme ça, voient qu'ils n'ont même pas ouvert le paquet, mais je ne me servirai pas de ça, je vais aller le porter à Recyclonord. C'est ça. On est bien content de recevoir des choses. Oui, mais ça revient à dire que la réduction à la source. On se rend compte que les gens, puis ça peut être aussi des cadeaux. Tu sais, on offre souvent des cadeaux aux gens.
Puis des fois, on ne sait pas trop quoi leur offrir parce qu'on les connaît plus ou moins. Puis, tu sais, fait qu'il y a ces aspects-là aussi. Puis, tu as des cadeaux de noces. On reçoit des bijoux, des fois, des bijoux, quand je dis pas des bijoux physiques, là, mais des petits bijoux de pièces de vaisselle ou des choses comme ça exactement. qui nous arrivent parce que les gens se départissent de le vieilles affaires, qu'on pourrait dire. Mais c'est magnifique, là. Où, tu sais, on a une section vintage qu'on appelle ancien à la ressourcerie. Parce que vraiment, on se rend compte qu'il y a des belles choses. Puis, ben, à la ressourcerie, il n'y a pas juste des gens pauvres qui viennent. Il y a des collectionneurs. Des collectionneurs, puis exactement. il y a des gens qui viennent spécifiquement me trouver les bargains pour pouvoir les revendre peut-être plus cher après ça dans Elle un est autre où, magasin. la ressourcerie? Elle est située au 129 3e Avenue Est à La Sarre, OK. qui est juste derrière le centre d'achat, le nouveau centre d'achat. Ah, OK. C'est donc dire que vous avez parlé des 3 R. Ouais. C'est ça. Alors, on y va avec la réduction, mais les autres, c'est quoi? Le premier R, c'est la réduction à la source. Oui. Le deuxième, c'est la réutilisation, dans lequel la ressourcerie, le filon vert, fit tout à fait. Là, parce qu'on réutilise, nous autres, les choses, puis on les revend aux gens pour qu'ils soient réutilisés. Peu importe l'usage qu'ils en font. Là. OK. Un coup qu'ils l'ont acheté, s'ils veulent faire autre usage que l'usage sur lequel est destiné la chose, c'est pas grave. C'est pas grave. Et le dernier R, c'est le recyclage, qui est le fameux bac bleu. Et on parle des 3 RV parce que le V, c'est la valorisation. Comme le compostage domestique, c'est une forme de valorisation. Puis, on peut rajouter le E, qui est l'enfouissement, mais qu'on essaye de réduire le plus possible parce qu'il y a des nouvelles règles qui s'en viennent également pour les matières organiques d'ici 2020. Fait que ça veut dire que là, vous ouvrez une porte, là, l'enfouissement, c'est une chose probablement que d'ici maximum une décennie, on n'aura plus le droit de faire. On s'en vient-tu jusque-là? Une décennie, c'est peut-être très rapide parce que là, on a jusqu'à 2020 pour valoriser les matières organiques. On n'aura plus le droit d'enfouir des matières organiques, mais dans tous les aspects politiques, réglementaires, on sait que des fois, il y a des délais. Quand il y a eu la fermeture des dépôts en tranchées, même si on est arrivé à la date butoir qui avait été donnée en 2009, il y avait encore beaucoup de municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue puis peut-être ailleurs au Québec, mais que les dépôts en tranchées n'ont pas été fermés immédiatement, qui ont eu un délai. Puis, fait qu'une décennie, c'est un peu court là, pour penser qu'on pourrait... Mais on va en venir là un jour. Ben, j'espère qu'on va en venir là un jour, mais en même temps, il va falloir travailler très, 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 très fort parce que les statistiques, là, présentement, si on regarde les statistiques québécoises, on n'est pas les plus grands. On est des très grands consommateurs puis pas les plus grands performeurs au niveau du recyclage. Dites-moi une chose, Mme Châteauvert. Est-ce que les gens, aujourd'hui, dans les bacs de recyclage, est-ce que les gens recyclent de plus en plus? Ben, j'aurais tendance à dire que oui. Une des choses qui pourrait être faite, c'est qu'il y ait une campagne pour dire aux gens c'est quoi les bonnes choses à mettre dans les bacs bleus. Ça, c'est encore, je pense, un problème. Il y a encore du travail à faire là-dessus parce que les gens se posent encore beaucoup de questions. Et puis, tu sais, ça prend toujours un rafraîchissement. Fait que, tu sais, dans le nouveau plan de gestion des matières résiduelles, ça a été proposé, nous autres, on l'a proposé, puis d'autres organisations l'ont proposé, puis la MRC, je pense, va aller de l'avant un peu vers ça, mais de vraiment faire une campagne là, de sensibilisation pour dire c'est quoi bien recycler, c'est quoi que tu peux mettre dans ton bac bleu, c'est quoi que tu peux pas mettre, parce qu'il y a des choses que malheureusement, oui, c'est peut-être en plastique, mais ça se met pas dans le bac de récupération, malheureusement, on est obligé d'envoyer ça aux matières pas putrécibles, mais au dépotoir. Parce que je ne vise pas personne du tout, mais on en voit encore beaucoup qui mettent malheureusement à peu près n'importe quoi là-dedans. Oui, effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il y a encore du travail à faire parce que les gens, il y en a peut-être qui n'ont pas compris la différence entre c'est quoi une matière qui se recycle et une matière qui est jetable. Puis, il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi. Je prends juste l'exemple de la vaisselle biodégradable. Okay. Les gens pensent bien faire, disent « oui, je vais acheter la vaisselle biodégradable. » Parfait. Sauf que la vaisselle biodégradable, faut pas le mettre dans le bac de recyclage. Parce qu'elle, elle se biodégrade. Fait qu'elle est faite pour être à l'enfouissement. Et si tu la mets dans le recyclage, ben là, tu viens de corrompre ton recyclage parce que cette matière-là va se biodégrader. Elle se recycle pas. Fait que tu sais, il y a plein de nouveaux produits qui arrivent sur le marché qu'on n'est peut-être pas au courant. Puis, il y a des gens des irréductibles qui sont durs à convaincre de faire de la récupération, du recyclage. Donc, ces gens-là
n'ont pas appris quand on a passé avec une première campagne. Donc, maintenant, ce serait le temps de revenir. Ça fait quand même longtemps qu'on Parce que, est-ce qu'il existe un programme de recyclage? Ben, un programme, dans le fond, c'est les services. Des conférences aussi que l'on donne un peu. Ben, nous, notre super bénéfice qu'on va organiser le 12 novembre, on donne justement une conférence sur la bonne gestion des matières résiduelles. Quoi mettre dans le bac bleu, quoi ne pas mettre, pourquoi, etc. T'sais. Donc, ça, c'est des services que nous, on offre au Cyclo-Nord, comme des conférences de sensibilisation. Puis, on a quand même offert nos services là, à la MRC d'Abitibi-Ouest dans le cadre de la révision du plan de gestion des matières résiduelles. C'est donc dire que, supposons que moi, j'ai un téléviseur, tiens. Je m'en sers plus, mais il fonctionne. C'est pas neuf, mais c'est quand même. Je peux aller vous le porter. Oui, tout à fait. On va les prendre. C'est sûr que des téléviseurs, on en a beaucoup. Sûrement. Parce que les gens renouvellent exactement. Écran donc, plat, nous, etc. on suit les monstres. Les gros monstres. Les grosses télévisions là, qui sont très larges. Okay. Mais on va les prendre. Puis, tu sais, bon, les gens nous disent, c'est bien important qu'ils comprennent qu'il faut que les appareils fonctionnent bien. Oh oui, c'est sûr. Parce que nous autres, on va les tester. Puis, malheureusement, ce qui arrive, c'est que les gens, des fois, nous disent, oui, ça fonctionne. Puis là, au bout de 4 heures d'écoute de télévision, on se rend compte qu'il y a un problème avec la télé. Fait que là, malheureusement, là, c'est nous qui devons aller les mener au centre de valorisation des matières résiduelles parce que ça, nous, on les prend quand ils fonctionnent. Mais s'ils ne fonctionnent pas, au centre de valorisation de matières résiduelles, l'envoie quand même au recyclage des métaux. Okay. Donc, ça passe par un organisme qui s'appelle ARP, mais ça revient quand même à Fonderie Gorn. OK, exactement. C'est quand même intéressant. Très bientôt, l'émission est en ondes le 8 novembre, donc juste un peu avant le souper bénéfice. Alors, parlez-nous de ce souper-là. Il reste à peine 2 minutes. Bien, c'est ça, pour souligner nos 25 ans, puis l'apport de nos bénévoles, puis remercier la population. On organise un souper bénéfice. On a des billets à vendre. Ils sont à la ressourcerie Le Filon Vert auprès des membres du conseil d'administration. C'est le centre de croissance qui prépare le repas. Okay. On a voulu s'associer avec eux parce qu'on le fait depuis 2 ans avec notre vente plein air, avec cet organisme-là qui viennent vendre de la nourriture sur notre terrain pendant la vente plein air. Et là, ils vont nous préparer un super beau repas, une soupe aux légumes, une tourtière du Lac-Saint-Jean, une pudding chômeur. Et tout ça pour la modique somme de 30$ pour un adulte. Et on offre aussi une conférence sur la bonne gestion des matières résiduelles. On va également avoir de la musique d'ambiance avec Stephen Berman qui va nous faire de la petite musique d'ambiance au piano. OK. Alors, on répète, c'est le 12... C'est le 12 novembre à la salle Le Chevalier de Colomb, à la Sarre, à partir de 17h. Le repas va être servi entre 17h et 18h30. Puis la soirée devrait se terminer là, autour de maximum 20h, suite à la conférence. Exactement. Fait qu'il y aura aussi, comme vous dites si bien, une conférence et une musique d'ambiance. On invite les gens. Il reste quelques billets encore. Alors, oui, tout à fait. On invite les gens au coût de 30$. 30$ pour un adulte. Puis vous avez la chance d'avoir jusqu'à le 8 novembre, qui est aujourd'hui, pour acheter les billets. Donc, vous pouvez communiquer avec nous. Alors, et les gens peuvent appeler à quel numéro? À 819-333-4088. Madame Chartrevert, merci beaucoup, puis bravo à votre organisme Recyclo-Nord, puis longue vie encore, un autre 25 ans. Au moins, minimum. Minimum. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.